Suivez votre programme Passion Autosport du Var avec la carrosserie Sonic Auto. Tous travaux de carrosserie et peinture automobile. Sonic Auto, 83 340, le Canet des Morts. Salut les amis et quel plaisir de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans un endroit de charme. Alors attendez, je descends parce que moi je me fais tout vieux maintenant. Donc nous sommes à l'Ultimate Provence, un établissement de charme. Et Marie-Catherine et François vont nous parler un petit peu plus de cet endroit qui se trouve sur la route de la Garde-Freinet sur la commune du Canet des Morts. Mon invité, c'est Matt Pokoro, c'est le sosie de Pokora, mais vous allez voir, sauf que lui, au lieu d'habiter à Los Angeles, il est du 06, et au lieu de rouler en gros humeur, il roule en GS. Ça va être le sujet du jour sur Passion Autosport du Var, la Citroën GS. Alors François, pour ce tournage, on est dans un très beau vignoble qui a une histoire particulière, en tout cas son propriétaire. Ah oui, on est à Ultimate Provence, donc un domaine qui appartient à Mark Dixon, qui est un Anglais qui est parti de rien, qui a une histoire personnelle absolument incroyable, qui a eu des idées géniales et qui de fait a réussi à se monter un patrimoine, notamment un patrimoine varois en termes de vignoble qui est exceptionnel. Il a donc dans son groupe, le groupe MDCV, le château de Berne, le château Saint-Roux, il y a les Bertrands, le domaine des Bertrands, et puis Ultimate Provence qui est donc sur la route de la Garde-Freinet, à côté de l'intersection de la route des Maillons. Et c'est un domaine absolument incroyable avec une boutique, tout est extraordinaire en termes de présentation, et ce sont des gens qui ont une approche complètement épicurienne, c'est-à-dire qu'on a un vignoble effectivement et tout ce qui va autour, le réceptif, la partie restauration, et puis tout le moindre détail est super soigné, c'est un vrai plaisir. On est reçu ici par Nicolas Mercier qui en est le directeur, qui aujourd'hui m'a dit « je ne suis pas là, je suis au Bocuse d'Or parce qu'il a des obligations ». Et on s'est promis, lors d'un prochain tournage, de détailler l'activité, de détailler le coin, parce que vraiment, c'est un écrin. Okay ? Alors, on va vous faire défiler un petit bandeau avec le lien pour le site internet du groupe. Et vraiment, c'est un lieu extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est magnifique, et je rajouterais qu'on a une production de rosé, de blanc et de rouge sur 70 hectares, avec effectivement un soin tout particulier à la qualité du vin. Bon, alors aujourd'hui, regardez, je me frotte les mains parce que j'ai une tendresse toute particulière pour cette voiture, parce qu'en fait, étant môme, je suis monté dedans parce que mon grand-père en avait une. Je sais, ça date un peu le reportage, on va le passer en sépia, mais voilà, donc honnêtement, cette GS, c'est impossible d'en parler aujourd'hui sans rendre un hommage à un monsieur qui nous a quittés cette année, qui s'appelle Robert Aupron. Robert Aupron, c'était un crayon d'or, c'était un gars qui dessinait les voitures et qui faisait partie qui dirigeait le centre de style Citroën. Et il avait pris la suite de Flaminio Bertoni, ce génie qui avait dessiné la DS comme ça, d'un coup de crayon. La DS était fabuleuse.
Et Flaminio Bertoni est décédé au milieu des années 60 et Robert Opron a pris la suite. Robert Opron, il a pondu la CX, il a fait un truc génial avec la SM qui était une voiture très étonnante. Et puis ce qui est amusant, c'est que tous les jeunes vont me dire « Ah, c'est un peu daté quand même ». Eh bien, il avait dessiné un truc que je trouve fabuleux. C'est une Alfa Romeo sur la fin de sa carrière et c'est le fameux RZ et le SZ, c'est-à-dire cette auto qui était surnommée Il Mostro. Cette Alfa avec 6 petits phares devant, le coupé avec la ligne et c'est Zagato qui fabriquait la carrosserie. Ce SZ et ce RZ Alfa Romeo devaient leur coup de crayon à Robert Opron, comme quoi ce mec, il avait fait des choses qui étaient vraiment exceptionnelles. La GS, elle était conçue pour être une petite CX, et c'est vrai qu'il manquait à Citroën dans sa gamme une petite berline. Citroën manquait dans sa gamme d'une petite berline et de fait la GS arrive avec ce fameux coup de crayon de Robert Opron. Et alors cette GS, à mon avis, mais ça n'engage que moi, peut-être qu'il y a des puristes qui vont hurler, je pense que c'est la dernière des Citroën avec un tel héritage de chez Panhard. Parce que bon, les Pampans, c'était des autos géniales et on se souvient tous des mécaniques Panhard qui ont gagné l'indice de performance aux 24 heures du Mans. Ces petits moteurs à plat, et ben là, on retrouve une architecture voisine, c'est un 4 cylindres mais il est à plat. Et puis voilà, les Panhard, là aussi, c'était une page d'histoire des voitures françaises. Alors, donc, cette GS est présentée au Salon de Paris 1970. Elle a été divulguée officiellement à l'usine de Rennes, Rennes-la-Jeannet, qui est un fief de Citroën dans l'ouest de la France. Et elle sera fabriquée à Rennes, comme d'ailleurs à Vigo en Espagne et Mangalde au Portugal, de mémoire. Cette auto sort avec un 4 cylindres qui est un peu sous-dimensionné, il faut l'avouer. La voiture n'est pas lourde, elle fait 900 kg, mais il fait 55 et quelques chevaux. C'est pas un foudre de guerre. La GS va évoluer. Bon, il y a eu la GS, il y a eu la GSA, la GSX avec plusieurs déclinaisons. Et il n'y aura jamais une grosse puissance. Ce moteur, il va culminer à 65 chevaux. C'est une voiture qui est très agréable parce qu'en fait, elle a les gènes des Citroën. Elle a cette suspension hydropneumatique qui est vraiment révolutionnaire. Je vous rappelle que quand la DS est sortie, elle a immédiatement démodé tout ce qui roulait, voilà, parce qu'elle avait cette suspension. Elle a le freinage haute pression qui est le freinage Citroën. Et alors on retrouve, comme dans toutes les Citroën de cette époque, une maîtrise des liaisons au sol qui est fabuleuse, parce qu'on a des pneus, regardez, qui sont moins larges qu'un stylo bic, et la voiture tient la route comme certaines qui en avaient des 2 fois plus larges. Il y a vraiment une maîtrise de la tenue de route et du freinage chez Citroën qui est vraiment étonnante. En plus, ils avaient planché sur le train avant pour faire une épure anti-plongée. Enfin, il y avait des astuces dans cette voiture qui étaient géniales. C'est un peu une voiture d'ingénieur avec en contrepartie une accessibilité, mais ça on verra ça après, qui était un peu cauchemardesque. Si vous n'aviez pas la bonne clé à bougie, c'était une misère. Voilà. Donc cette Citroën, elle est séduisante, elle est rare maintenant parce qu'il y a eu un gars qui s'appelait Balladur qui a décidé qu'on allait reprendre 5000 francs des Balladurettes pour les mettre à la poubelle et vendre des voitures neuves. Et toutes celles qui roulaient se sont retrouvées passées au pilon, c'est des cubes. Et c'est triste parce que c'est une bonne auto et on va avoir dans nos commentaires, je sais, des gens qui vont me dire « mais on est parti en vacances, c'était la voiture de mes parents, c'était inusable, j'étais étudiant, j'en avais une ». En fait, c'est une voiture qui a accompagné les familles et qui a emmené les gens au boulot, qui les a emmenés en vacances. Voilà, c'est vraiment une besogneuse, c'est comme j'aime le dire, voilà. Donc
Donc ces autos avaient des particularités. On avait par exemple les freins avant accolés à la boîte. Alors les freins avant accolés à la boîte, vous allez me dire mais pourquoi ils les ont pas mis dans les roues? Parce qu'en fait, plus on centre les poids, moins la voiture a d'inertie, plus elle pivote autour d'elle-même. Plus les poids sont écartés, plus on a une péniche. Et c'est vrai que cette voiture avait des solutions techniques qui étaient très avant-gardistes. Et les freins avant inboard, on les trouvait par exemple sur des Formule 1, il y a eu beaucoup d'essais. Ce n'était pas forcément un gros avantage en F1, on est bien d'accord. Mais là, bon, ça rendait aussi un peu compliqué l'accessibilité pour le changement de plaquette. Mais je ne vous ai rien dit. Dans les GS, il y a eu quelques petites séries. On ne va pas toutes les remonter parce que Mathieu va me dire « François, il faut couper ». On a eu un truc intéressant sous la forme de la GS birotor. Alors, le Wankel, le moteur que Mazda va reprendre, ce moteur rotatif qu'on trouvait sur la NSU Hero 80 par exemple, qu'on a eu sur la Mazda RX-7, qui a gagné les 24 heures avec une Mazda la 787. Ce moteur rotatif, Citroën y croyait, le Wankel, et ils l'ont intégré à une GS et ils en ont vendu quelques-unes qui étaient surtout des prototypes, qui étaient à de bons clients Citroën, qui étaient fidèles à la marque. Et puis finalement, devant des soucis de fiabilité, parce que la segmentation sur le Wankel s'use très très vite, mais le moteur a très peu d'inertie et marche très bien. Ils ont repris les voitures, la plupart ils les ont rachetées, ils les ont passées au pilon. Et on m'a même raconté qu'il y en a qui avaient réussi à se les faire échanger contre des CX. Mais ça, je n'ai pas eu la confirmation. Donc, on a là un bel exemplaire qui a une histoire de fou. On va se voir ça en détail avec Seb, le propriétaire. Et moi, je m'en félicite, on va se régaler. Allez hop! Bon Seb, Ça fait quel plaisir. bonheur de te revoir. C'est Alors clair. Seb, on le connaît très bien, on t'avait vu il y a quelques années de ça, alors je suis pas sûr, il y a au moins 3 ans je pense, Ouais, à peu près. Ouais. avec une belle Renault 20. On avait énuméré pendant ce petit reportage justement que c'était des souvenirs de gosse pour toi, pour moi, pour Ouais. beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, tu nous viens avec une GS. C'est ça. Alors c'est une voiture très populaire, très attachante, comme on disait hors tournage, une voiture qu'on parle très peu. C'est vrai. Et toi, justement, tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Mais avant de nous en parler avec François, donc on fera un petit tour de caisse comme on est habitué à faire, moi j'aimerais que tu me dises pourquoi. Ben, en fait, j'ai toujours la Renault 20 déjà. Ouais, Je bah l'ai ça, gardée on aussi. le sait. Mais la GS, j'avais jamais eu de Citroën moi jusqu'à présent. J'ai toujours eu que des Renault anciennes et une Alpine aussi. Et je m'étais dit un jour pourquoi pas une Citroën, parce que moi mon pépé avait toujours eu des Citroën. Il a eu une 2 chevaux des années 50, après il a eu une Ami 6 break. Après il a fini le temps où il a conduit avec une LNA avec le bicylindre à air aussi. Donc moi quand j'étais petit, je roulais avec ces voitures qui avaient un bruit particulier avec le refroidissement par air. Et donc c'était dans la tradition familiale du côté de chez mon père, mes grands-parents paternels, c'était Citroën. Je me dis j'aurais quand même peut-être un jour une Citroën, mais laquelle? Parce que j'aime les voitures anciennes. Oui. La DS me faisait peur parce que d'abord elle est très chère aujourd'hui, puis elle est extrêmement sophistiquée. La 2 chevaux j'aime beaucoup, mais ça a pris aussi des sommes qui sont Ça a pris une cote très effroyable. difficiles, ouais, incroyable. Et puis c'est quand même restreint en utilisation parce que bon, tu peux Bah, pas- disons tu que toi, peux je aller sais que très tu es loin. quelqu'un qui adore balader, Moi, je tu aimes roule. découvrir notre région, le C'est ça. pays, les beaux paysages. Donc je voulais une voiture qui roule Voilà. un peu quand même avec un moteur un peu plus gros. Et donc la classe moyenne chez Citroën dans les années 70, c'était la GS. Et la GS, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est le chaînon manquant en fait entre l'esprit de la 2 chevaux où tu as un bicylindre à air à plat. La GS, tu as un 4 cylindres à air à plat aussi. Et tu as la suspension hydropneumatique de la DS. Donc tu as vraiment le meilleur des deux mondes en modèle réduit, on va dire. C'était une voiture innovante, c'était une voiture aussi avec un look et une ligne complètement atypique. C'est clair. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, tu as le cul qui est tiré un peu presque d'une certaine Alfa Romeo, Ouais. tu sais, c'est ce cul bien plat à l'arrière. Elle était avant-gardiste aussi sur beaucoup d'autres marques, ça. comme Renault, comme Peugeot. Donc c'est vraiment ce petit truc, mais ça ne m'étonne pas de toi que tu en aies fait ta petite perle à tes yeux, donc ça c'est clair. En plus, elle est de la même couleur que ses yeux. Ah. Donc là, les filles, vous allez craquer. Cette voiture, tu la trouves comment? Et tu la trouves il y a combien de temps? Alors je l'ai trouvée, j'avais commencé à en chercher une dans le milieu de l'année dernière, en 2020. Et c'est pas si facile que ça à trouver parce qu'il y en a Non. eu énormément. Elle a été produite à très très gros volume. Mais en fait, effectivement, comme le disait François, c'est une voiture qui a été cassée par les baladurettes, par les jupettes, par la rouille, par des tas de choses. Puis elle ne plaisait pas forcément dans le moment où elle est devenue obsolète, dans les années 90. Tout le monde s'en foutait. C'était Ah ouais, ça jeté, partait à la poubelle, ça partait à la poubelle, quoi. Donc elles ont été décimées.
Et donc aujourd'hui, des exemplaires qui sont propres, il y en a encore quelques-uns. Ça commence à prendre un peu de valeur, mais pas comme les 2 chevaux. C'est pour ça que j'en voulais une aussi. Ça reste un budget abordable, on va dire, sympathique. Et il y a beaucoup de voitures qui sont déjà restaurées ou des voitures qui sont plus restaurables parce qu'elles ont trop rouillé. Et c'est très rare de trouver un exemplaire comme ça. Parce qu'il faut le préciser, elle est entièrement dans son jus. Ah ouais, elle est dans son Donc jus. c'est vraiment une voiture qui a été très bien gardée, à l'abri, pas de rouille. Elle a pas de La rouille. peinture est d'origine, Exactement. l'intérieur est C'est d'origine. ça. Tu as eu quelques soucis mécaniques, mais on en reviendra avec François, mais rien de grave. Non. Et aujourd'hui, elle est roulante, elle est C'est tournante et c'est quand même extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Voilà, c'était le plaisir de trouver cet exemplaire-là. C'était d'en trouver une qui soit dans son jus, justement. C'était un de mes critères. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Bah écoute, ça nous fait plaisir de te recevoir, Ah, ça nous moi fait aussi. plaisir de la recevoir. Comme je te dis, c'est une voiture qu'on ne parle jamais. C'est vrai. Donc alors, c'est un grand plaisir de vous la présenter sur Passion Autosport du Var. Je vais te laisser avec François et on va faire un petit détail justement de la motorisation, de l'intérieur. On ira faire quelques plans roulants. Avec On va vous faire voyager dans les années de liberté, les années de notre enfance, Ah, notre les années jeunesse, 70 bénis. où on avait encore des cheveux beaux. Et pas de ceinture et pas de capote comme il dit François. C'est ça. Si on doit sortir, c'est comme des hommes. On y va. Allez, c'est parti. Bon Sébastien, là tu me ramènes dans les années 70 et même mon cardiologue me dirait « mais dites donc, vous avez un cœur tout neuf !» Je suis heureux comme un pape. Ah bah, je suis content que tu sois content. Je vois que toi aussi, dans la famille, il y avait des souvenirs avec les Citroën, Ouais. ce qui est notre cas, donc ça me fait très plaisir. Alors, cette auto-là, elle a un cursus, elle a une histoire, celle-là précisément. Tu l'as cherchée, puis tu as eu un contact. Ouais. J'ai eu une chance incroyable en fait. Voilà, alors, elle était à qui à ce moment-là? Alors en fait, moi, je connais son histoire depuis le début parce qu'elle a été achetée neuve chez un concessionnaire de Villeurbanne par un préparateur en pharmacie qui se prénommait André, comme André Citroën. Et comme André, mon grand-père, Et qui comme en André, avait ton une grand-père, qui en avait une aussi, aussi. c'est génial. Et donc cette voiture, il l'a achetée quand il avait une cinquantaine d'années. Et puis ensuite, il est parti à la retraite, je crois, en 1984 à Cannes. Oui. Et donc la voiture est descendue à Cannes aussi. Donc elle a été réimmatriculée en 06 en ce temps-là. Tu as les plaques en 06? Et j'ai eu les plaques en 06. Ah, génial. Et en fait, la voiture, il en a profité encore quelques années, mais il ne devait pas rouler beaucoup parce que sur tout le temps où il a roulé, il a fait que 49 000 km avec la voiture, ce qui n'est Ouais. pas énorme. Ouais. Et puis ensuite, il a dû être trop âgé, je suppose. Je ne sais pas trop à quelle époque il a arrêté de la conduire. On sait qu'elle a été arrêtée pendant pratiquement une période de 20 ans à peu près. Et voilà. Son kilométrage total aujourd'hui au compteur? Alors aujourd'hui, c'est 54 000 parce que depuis décembre, j'ai roulé. 54 000 km. C'est pas génial ça. Alors, on va commencer par l'avant comme d'habitude. Ouais. Tu nous ouvres le capot, on va jeter Allez. un coup d'œil à la mécanique. Avec plaisir. Hop, et ça tient tout seul. Excellent ça. On n'a pas le souci du vérin comme les voitures modernes Non, qui te coupe en deux quand il redescend. Il n'y a pas tout ça. Alors, voilà, on est face à du pur Citroën avec le 4 cylindres à plat refroidi par air. Avec il y a la distribution par courroie crantée, si je ne me Exactement. trompe. Tu as deux courroies, une à droite, une à gauche, puisque tu as les culasses opposées 2 à 2. Avec un arbre à cam à chacune. Absolument. Voilà, donc l'architecture elle est vachement moderne. On Oui. n'a pas un arbre à cam central et des tiges sans fin. Exactement. C'est extra. Là, ici, on voit le fameux bidon de LHM. liquide Citroën, C'est de ça. LHM, parce que les suspensions sont hydropneumatiques Exactement. avec les sphères. Jette un œil aux sphères. Voilà, ça Mathieu, ça c'est du Citroën. Ah, ça, c'est Et génial, alors, ça. vous admirerez le goût du détail avec le bidon Total, Ah, parce Total. qu'à l'époque, il y avait l'autocollant Citroën préfère Total. Il y est toujours d'ailleurs sur la lunette Voilà, arrière. et il y a le bidon de Total qui va avec la voiture. C'est pas génial. J'espère que tu mets de l'huile neuve quand même et que tu n'achètes Oui. pas les bidons en Mais je prends de la brocante. totale, tant qu'à faire. Ah, c'est extra. Alors, l'accessibilité, c'est vrai qu'on a un moteur à plat, donc on se dit ça va être simple et facile. On a un carbu, il suffit de se pencher dessus pour le voir. Ouais. Le moteur était tellement bas qu'ils ont pu mettre la roue de secours sous le capot, ce qui fait que ça nous libère bien de la place là-bas. Exactement. Ceux qui ont des 205 et qui savent combien c'est pénible de sortir le tas de boue qui sert de roue de secours, hein Mathieu, quand ils crèvent, C'est ça. qu'on en a partout, là c'est extra. Là, Bon, c'est elle est- très, c'est très Voilà. accessible. Alors Sébastien, je remarque que quand même, hein, il y a quelque chose d'assez étonnant. Tu as le garage Pacifique de Cannes C'est ça. Citroën et il y a aussi, Mathieu, viens jeter un coup d'œil, l'adhésif du concessionnaire de Villeurbanne qui faisait Citroën et Auto Bianchi. C'est ça.
Excellent. Alors lui, c'est le concessionnaire qui a vendu la voiture et le carnet d'entretien avec le tampon de Saroli. Là. Ouais. Et aussi, j'ai encore le porte-clés de Saroli aussi qui est resté avec la voiture. Et mon grand-père avait acheté la sienne aux établissements d'Amico à Menton. Exact, d'Amico, j'ai À connu. Menton. T'as connu aussi? Ouais. Ah génial, on est Et ensuite, tu vois, quand il est là. arrivé du coup pour sa retraite à Cannes, il a fait entretenir certainement au garage Pacifique, le petit papy. Excellent. Alors, Allez, vas-y, tire. hop C'est là. pas mal un grand coffre quand Et même. alors, il y a la valise Ah oui, du millésime de la voiture. oui, c'est pour partir en vacances. Mais dedans, je t'ai amené des petites surprises. Sans blague. Parce que tu me connais, moi je sais que Oh t'aimes bien, là 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 là, le bidon d'LHM. je sais que t'aimes bien le documentaire. Ah oui, le petit Ah LHM. ouais. Ça, tu sais, c'est pour les citroënistes, ils doivent connaître. Et moi, j'ai un peu viré ma cutie parce que je suis passé de chez Renault à chez Citroën. Alors pour ça, il y a un truc qu'il faut toujours faire. On m'a dit, C'est de l'Isara? c'est qu'il faut avoir le... Ah c'est de l'Isara. Il faut boire le LHM pour avoir le LHM dans le sang. Excellent. J'en peux plus. C'est de l'Isara, non? C'est quoi? Non, c'est de la menthe. Ah, c'est de la menthe, oui, parce que je dis, tiens, s'il s'arrête sur l'autoroute pour finir la bouteille d'Isara verte, on n'est pas arrivé. Alors je t'ai amené des trucs qui sont sympas parce que je sais que t'aimes bien le PR, tu m'en avais parlé pour la R20. Oui, Je te l'ai amené pour la GS. Ça, c'est les pièces de Ah, rechange. génial, on jettera un petit coup d'œil. Tu vois, tu as toutes les pièces. Ah, c'est au top. Regarde, Mathieu, avec toute la nomenclature, avec les références, les éclatés, les pièces qui remplacent. Ah, c'est Ça, je sais que génial. t'aimes bien, T'as ça. trouvé ça où? Alors ça se trouve sur internet avec un peu de recherche, il y en a souvent parce que les anciens garages les Oui, 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 vendent. oui. Ça c'est le manuel de réparation où tu as plus les opérations techniques. Avec le barème de temps aussi? J'ai le barème de temps, ouais, le barème qui servait pour faire la facturation au Ah, client. voilà, le barème de temps. Là tu Extra. as les opérations codifiées. Voilà, donc dès qu'on change une bougie, qu'on met 3/4 d'heure, et que ça facture 3/4 d'heure, c'est bien marqué dans C'est le marqué bouquin. là-dessus. Voilà. Et là- Parce qu'il y en avait une qui était compliquée si on n'avait pas la clé. Ouais, il faut avoir la bonne clé. Ça va très vite à faire si tu as les bonnes clés. Si tu n'as pas la bonne clé, c'est un vrai bins. C'est une misère. Ça c'était le document qui avait été donné au concessionnaire à l'époque. C'est l'histoire de comment elle a été fabriquée, comment elle a été pensée. Ok, voilà, ça c'est la genèse du La- véhicule. Exactement. Et là, je t'ai amené parce que je sais que tu aimes bien le côté historique. On est repéré. On est repéré. Je t'ai amené. Donc là, tu as le catalogue d'époque. Regarde, Waouh. du millésime de Je celle-ci. m'en rappelle. Oui, je m'en souviens. Et là, tu as le kit presse. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui donnait en fait à la presse quand elle est sortie, où tu as les éclatés. Ah, avec, regarde Mathieu, le pèse-personne. C'est ça. Voilà, le pèse-personne. Le compteur, en fait, c'est une loupe avec un ruban qui circule et qui te donne la vitesse, qui te l'indique. C'est Et ça. j'avais appelé ça le pèse-personne à l'époque. Mais c'est Et ça, tout ça le y monde, ressemble. Hein. voilà, on avait vraiment l'impression. Alors, qu'est-ce qui passe de 0 à 100 en moins de 3 secondes? Ma bascule. Voilà. Et là, j'ai ça aussi, je pense que ça va te plaire parce qu'il y a les essais d'époque. Parce que moi, j'aime bien savoir comment. L'action automobile et et ouais. touristique. Et là, en fait, il y a toutes les présentations avec comment elle a été T'étais vue par un la presse. archiviste, toi. Ouais, mais j'aime bien ça toujours. Je le fais pour mes Je anciens, sais, en j'en ai, général. des boîtes et des boîtes et des cartons. L'intérêt d'avoir ça aujourd'hui, c'est de se rendre compte de l'impact, pas que pour la GS, parce que je l'ai fait pareil sur les autres voitures que j'ai. Oui, de l'état d'esprit des Exactement. gens quand ils conduisaient ça. C'est ça. Et... Comment elle a été reçue par la presse, comment elle a été évaluée par rapport à ce qui était sur le marché en concurrence. Et ça, c'est assez intéressant parce que, a posteriori, quand l'histoire est finie, de regarder, de refaire le match, c'est amusant toujours. Et puis elle a été fabriquée à Rennes et on sait que les Bretons sont des gens fiers. Et moi j'arrive de l'Ouest et attends, dès qu'on disait je bosse à la Citroën à Rennes, on avait tout dit hein, quand même. C'était un état d'esprit. Alors la dernière fois, Tu te rappelles du la coup du parapluie ou dernière pas fois qu'il a sorti un parapluie, c'était avec son Alpine, on a pété le parapluie. Est-ce qu'on va le casser aujourd'hui? Ah, papa, on le casse pas. Et Citroën plus fiable qu'Alpine. Je sais pas si tous nos délires ça va intéresser grand monde, mais enfin j'adore te recevoir. On va aller jeter un coup d'œil. Bon, maintenant qu'on a vu qu'un coffre on peut y mettre un mort, là il y a Ouais, il y a vraiment de la place, Attends, je veux une démo d'un truc. Tu veux que je monte dans le coffre? Non, Seb, mets-toi dans le coffre. Ah oui, c'est vrai. Regarde, quand tu t'assois dans la voiture, elle te remonte. Parce qu'il y a la suspension à niveau constant. Oui. Donc là, elle me remonte. Voilà. Et quand je vais me lever, elle va remonter parce que je vais m'enlever. Mais elle va redescendre elle va pour se remettre à à l'assiette. voilà. Et là, Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir, que tu sois chargé ou pas, bah, la voiture elle garde la même assiette. Avec 4 personnes, avec une personne, avec le coffre plein. Je me ou vide. souviens de la BX quand je tractais. Horizontal. C'est horizontal. Ouais, ça bouge pas. Et puis voilà, tu croisais d'autres, les mecs ils avaient le nez en l'air, les phares qui éclairaient la lune. Et ben là non, c'était C'est imperturbable. ça. L'Axantia pareil. Eh mais tu sais que, honnêtement, regarde ça, on est heureux comme des papes, j'ai quasiment autant de place pour les pieds que devant. Ouais, c'est vrai, on a encore de la garde pour les genoux. Et... Regarde. Pourtant, j'ai les J'ai- sièges avant reculés. Bah, lui, il parce est que- grand, c'est un athlète, hein, moi non, mais j'ai près de 15 cm entre mes genoux et le rebord du siège. Non, vraiment, on est bien assis.
Il y a même le cendrier pour les enfants. Ouais, le petit C'est pas cendrier. génial ça? Excellent. Et sinon, position de conduite, très Citroën. Entre Citroën, c'est pas forcément celle que je préfère au niveau de la Ouais. position de conduite. C'est confortable, mais c'est vrai qu'on a une position qui est typique de ce Alors genre il y a de voiture. le clignotant qui ne revient pas. C'est vrai. Ça m'a surpris, je crois que c'était une panne au départ. Ah En non, fait, c'est non, comme non. ça. Et en fait, je me souviens, moi, de la voiture de mon grand-père, il avait fait installer un petit buzzer, ce qui fait que quand le clignotant clignotait, ça faisait bip, bip, ce qui fait qu'il avait Il l'oubliait toujours, pas. D'accord. il l'oubliait pas. Et le jour où il a acheté une BX, il a fait remonter le même système, le même bip bip, parce que il me dit, je m'y suis habitué, ça me va très bien. Donc, ah ouais, royal. Ah, on est bien. Le ciel de toit ajouré. Ouais, d'origine. Ouais. Le millésime d'après, ça a été différent. Ça, c'est spécifique en 73. Ça. En 73, il y avait le ciel de toit ajouré. Ouais. Eh ben, c'est cool ça. Et honnêtement, tout ce qui est joint, tout ce qui est caoutchouc et plastique, on sent que c'est pas une voiture qui a pris le soleil Non. dehors, quoi. Elle est bien préservée. Elle est vraiment flambante. Et même ce velours de l'époque, il est voilà, à part qu'on a un peu les outrages du soleil Ouais, c'est un peu décoloré, mais et sinon, de la c'est lune. resté, Sinon, la texture en elle-même, ça n'a rien à envier à une allemande de l'époque. Hein. Bon, non. Et puis ça, c'est des tissus qu'on retrouvait dans les DS, ce jersey-là. Oui, et, oui. On l'avait aussi. Eh ben j'aime bien, tu vois. suis content que ça te Là, je viens rappelle de des souvenirs. faire la machine à remonter le temps. C'est la DeLorean pour moi un petit peu là. Ah bah trop bien. Ah, j'ai adoré. Et tu te j'ai rappelles le adoré. frein à main aussi, regarde, Oui. on le fera tout à l'heure. La là, mais poignée, t'as la poignée horizontale. Et ouais, ça c'était sympa, c'était des petites innovations très originales pour l'époque, la Ouais. planche de bord avec le design futuriste et tout. Eh oui, avec la jauge au milieu et le fameux pèse-personne. Ouais. J'adore ça. Et tu as des petits papillons qui sont dans l'ouverture de porte pour votre sécurité. Ah oui, tu as la pression des pneus, tu as les petits autocollants et dans la... et dans tout la- ça, ouais. ils y étaient, c'est pas toi qui les as remis. Alors celui-là, j'avoue, c'est moi qui les ai remis, Oui. parce qu'ils avaient dû être décollés, je sais pas pourquoi. Ils avaient peut-être disparu. ouais. Il y a, par contre, celui de la lunette arrière que tu parlais, Oui. le Total, il y est resté, c'est celui d'époque. Excellent. Allez, on est dans la GS, regarde ça, on est en famille, on a la pitchounette, on a Steph d'Adam Rock avec nous, c'est le panard, on peut aller sur la croisette et aller se baigner dans la Méditerranée au top. Bon Seb, explique-moi les sensations de conduite de cette voiture. Qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans? Alors ce qui est délire, c'est que c'est une voiture qui est vivante avec cette suspension hydropneumatique. Tu peux choisir l'assiette, donc elle monte, elle descend, en fonction du levier, comment tu le positionnes. Tu sens pas trop les inégalités de la route parce qu'elle les amortit vachement plus qu'une voiture qui a une suspension classique. Donc ça c'est un premier point qui est sympa. Ensuite elle a une tenue de route qui est bluffante parce que la géométrie, en fait l'architecture du châssis, elle a été faite d'une façon par les conceptions qui ont été, les choix qui ont été faits, et c'est inimaginable les vitesses de passage des virages avec des pneus qui sont larges comme ça. Tu peux pas la faire décrocher, quoi. Alors un truc qui est quand même impressionnant, et à l'arrière ils vont pouvoir nous le confirmer, le confort. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans mon salon. C'est incroyable, et toi? C'est un canapé roulant. C'est un canapé roulant. C'est le confort Citroën. Alors Seb, t'as mis un peu la main dedans, maintenant tu es un passionné de la GS. S'il y avait des conseils à donner pour les futurs acquéreurs d'une GS, maintenant que tu commences à la connaître, alors les points à se méfier. Alors, la corrosion, c'est le point numéro 1. Il faut pas acheter, à mon avis, vu la cote actuelle de la voiture, il ne faut pas acheter une voiture où il y a de la corrosion parce que les frais seraient vraiment trop élevés pour que ça justifie la restauration, parce qu'on dépasserait la valeur de la voiture tout de suite. Après, mécaniquement, ça reste assez fiable au niveau partie moteur, partie boîte. C'est les étanchéités qui sont un peu compliquées parce que c'est des moteurs qui sont refroidis par air, donc ils chauffent plus que des moteurs refroidis par eau. Et les joints qui ont 30, 40 ans, 50 ans, suivant le millésime de la voiture, sont secs et donc quand on les remet en route, ils fuient. Donc il y a une partie de démontage à faire pour les changer. C'est pas très cher, mais il y a pas mal de main d'œuvre. Après, franchement, il n'y a rien d'insurmontable. C'est un moteur de 2 chevaux x 2, un peu plus gros. Et la partie hydraulique dont tout le monde s'inquiète, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui soit compliqué et qui soit insurmontable non plus. Là, on trouve toutes les pièces. Il y a un spécialiste en France qui s'appelle GSMI Service qui fournit la plupart des pièces d'utilisation courante. Et
Et après, si c'est pour des pièces que lui ne fait pas, il y a un spécialiste en Angleterre et en Allemagne. Vraiment, on trouve tout jusqu'au dernier boulon. Et après, on peut acheter une épave, comme j'ai fait moi, une deuxième pour une poignée d'euros pour avoir la pièce d'avance. C'est pas mal aussi. Alors Seb, il y a un truc que sûrement les gens vont nous demander, c'est nous détailler le tableau de bord et ses fonctionnalités parce qu'il est quand même futuriste comme pas possible. Est-ce que tu peux nous en dire plus et je mène la caméra où tu nous dis. Bon, alors en fait, c'est effectivement pour le design, ça avait été choisi pour être aussi en décalage avec la production automobile de l'époque qui était très conventionnelle. Donc on a en fait une lunette qui permet de voir la vitesse où il y a un tambour rotatif derrière. Ça paraît novateur, il a été présenté comme tel, mais en fait dans les années 30, Citroën le faisait déjà dans la, je sais plus si c'est la C4 ou la C6, dans les années 30, enfin, les passionnés vérifieront de l'année exacte, ça existait déjà chez Citroën, ça a été repris pour la GS. Après il y a le compte-tour en forme de boomerang qui est une forme originale aussi, et puis après bon, il y a une petite pendule avec il y a un côté déco qui est assez sympathique, très 70s. Bah, on a une instrumentation complète. Ouais, il y a tout parce que tu as le voltmètre, et tu as la jauge pour le carburant, la vitesse et le compte-tour. Tu n'as pas de température d'eau parce que c'est un moteur refroidi par air, et tu as un voyant pour la température d'huile si elle chauffe trop. Alors un petit détail, ça je veux que tu nous le montres, le poste. Ah, le poste, oui, Blowpoint d'époque qui fonctionne. Alors pourquoi il était décalé comme ça? Bah, écoute, la console centrale, elle n'est pas très large sur la GS, et je pense que déjà techniquement il n'y a pas la place de le mettre autrement que comme ça. Et puis bon, ça fait encore un style un peu plus décalé, c'est un peu l'esprit Citroën d'avoir toujours quelque chose qui surprend dans le moindre détail, quoi. Je tenais à vous présenter une personne qui est chère à nos yeux et chère à Passion Autosport du Var. C'est notre ami Steph. Salut Mathieu. Donc Steph, quel plaisir de t'avoir sur ce tournage. Aujourd'hui tu es là en visiteur, Oui, c'est vrai. mais il faut savoir que cette personne est le créateur du générique de Passion Autosport du Var, que ça soit visuellement et musicalement parlant. Bah déjà, je suis devant mon idole. Donc le plaisir est partagé et puis ça fait un mois que j'ai rejoint cette belle région du Var et ça a été un plaisir d'apporter ma toute petite contribution. C'est génial. Cette chaîne qui est... Donc Steph, c'est quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps, donc il est passionné d'automobile ancienne et il est passionné aussi de musique. Et je vous invite d'ailleurs à vraiment découvrir sa chaîne YouTube, donc je vais la mettre en petit descriptif ici, c'est Adam Rock. Vous allez sur YouTube, vous tapez Adam Rock, vous allez tomber sur toutes les compositions, sur toutes les réalisations. Il fait des clips qui sont carrément démoniaques. C'est un peu aujourd'hui maintenant notre Jimi Hendrix de la Provence. Et ça, on adore ça et on a hâte vraiment de venir te voir dans un bar, dans un pub. J'espère qu'on va avoir d'autres projets ensemble. J'en ai un qui me trotte dans la tête et je pense qu'on va le réaliser dans quelques temps. J'en parlerai au père François. Et en tout cas, puisque tu es là, nous on aimerait bien écouter un petit morceau. Donc est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Écoute, on peut essayer peut-être d'ambiancer cette rubrique GS. Un jour j'irai en GS avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée. Un jour j'irai là-bas. Un jour chat, un autre rat. Voir si le cœur de la vie bat en toi. Et tu m'emmèneras. Bien, bonjour les filles et les garçons. Bien, je suis ravie de vous retrouver un peu après un petit saut périlleux que j'ai fait, pas n'importe où, sur le circuit Paul Ricard pour l'arrivée du Tour Auto. Mais maintenant tout va bien, donc je peux reprendre une activité normale avec mes petits camarades. Alors la voiture qu'on vous a présentée, qu'on vous présente, la GS est de 1973. 1973, c'est le premier choc pétrolier.
Les États arabes membres de l'OPEP décident d'augmenter de 70% le prix du baril brut et de limiter de 5% leur production à destination des pays occidentaux en réaction à l'occupation des territoires par Israël et la non-reconnaissance de la Palestine. Ils font aussi un embargo total en direction des États-Unis et des Pays-Bas. Alors il faut trouver des solutions en France pour limiter la consommation d'essence. Et notre Premier ministre, Pierre Messmer, va avoir une idée de génie. Comme souvent les hommes politiques, il va imaginer interdire toutes les compétitions de sport automobile. Évidemment, la Fédération française de sport automobile va réagir, va se livrer à de savants calculs en expliquant que finalement 3 heures de Grand Prix de Formule 1 ou un rallye ou les 24 heures du Mans avec les équipages ne dépensent pas beaucoup plus d'essence, c'est plutôt moins qu'un demi-plein de kérosène pour faire le Paris-New York. Et expliquant aussi que finalement les autres événements culturels qui drainent des spectateurs consomment aussi par le fait beaucoup d'essence, ne serait-ce que par les voyages. Heureusement, la mesure n'a pas été acceptée, on n'a pas légiféré et on n'a pas interdit les compétitions sportives automobiles en 1973. En 1960, dans un contexte de forte pression à la baisse du prix du pétrole imposé notamment par Shell et BP, les pays producteurs créent leur propre cartel. Il s'agira de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou en anglais Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. C'est une organisation intergouvernementale dont l'objectif historique est l'orientation à la hausse des cours de pétrole et la maîtrise de son cycle de production. Elle est fondée à l'issue de la conférence de Bagdad le 14 septembre 1960 par le Venezuela, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït et l'Iran. Les 5 pays fondateurs qui représentent alors 82% des exportations mondiales sont face aux compagnies majeures qui contrôlent 90% de la production et 75% de la capacité mondiale de raffinage. Elle réunit aujourd'hui 13 pays producteurs de pétrole. Les 5 membres fondateurs, dont le principal, l'Arabie Saoudite, leader traditionnel de l'OPEP, qui est aussi le 2e pays producteur au monde et posséderait les plus vastes réserves traditionnelles. Mais aussi le Qatar, l'Indonésie, la Libye, les Émirats arabes unis, l'Algérie, le Nigeria, l'Équateur et l'Angola. Jusqu'au début des années 70, l'OPEP ne parvient pas à provoquer une hausse des prix du pétrole en raison de ses rivalités internes, de l'inexpérience de ses membres et de la surabondance de l'offre notamment due à l'exploitation de nouveaux gisements au Moyen-Orient. Entre 1971 et 1972, une vague de nationalisation de la production en Algérie, Égypte, Syrie et Irak influe sur les relations entre pays producteurs et compagnies pétrolières exploitantes. En 1973, l'OPEP représente 70% des réserves et 80% des exportations. L'OPEP, alors outil économique, devient une véritable arme politique quand les pays arabes de l'OPEP s'unissent durant la guerre du Kippour, décrétant un embargo sur les pays soutenant Israël. En décembre 1973, les prix augmentent jusqu'à 100%. Alors 1973, je voudrais aussi revenir sur un pilote de rallye qui vous parlera sans doute, en tout cas dont le nom vous dira quelque chose. C'est Jean-Luc Terrier qui en 1973, de façon tout à fait officieuse, a été consacré champion du monde des rallyes en regard de ses résultats. Alors, le titre de champion du monde des rallyes n'existe pas en 1973, il n'existera qu'en 1979. Alors Jean-Luc Terrier, c'est un pilote qui a des caractéristiques très personnelles. Par exemple, il pilote à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de reconnaissance sur les rallyes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il court sur Alpine Renault et il fera partie des Musketeers, ainsi nommés par la presse anglaise, Jean-Luc Terrier, Bernard Darniche, Jean-Claude Andruet et Jean-Pierre Nicolas, qui, à eux 4, permettront à Alpine Renault à devenir champion du monde des constructeurs cette année-là. Jean-Luc Terrier, il va beaucoup concourir, beaucoup piloter sur terre battue, en particulier sur le rallye des 1000 pistes, qu'il va gagner 5 fois sur les 10 éditions, dont 3 fois de suite, je crois bien. Et puis, malheureusement, il va être victime en 1985 d'un accident très grave sur le Paris-Dakar qui va mettre fin à sa carrière de façon extrêmement brutale et définitive. Et il a disparu en 2019.
Il aura marqué de son empreinte l'histoire du sport automobile français. Fils d'un garagiste de Neufchâtel-en-Bray, Jean-Luc Terrier se fait rapidement un nom dans le monde du rallye. Talentueux et instinctif, il remporte en 1967 sa première grande victoire au volant d'une R8 Gordini. C'était au rallye Jeanne d'Arc chez lui en Normandie. Michel Dumont était alors son copilote. Dès que j'ai commencé à être avec lui, en course, et d'autres concurrents et tout, je me suis toujours aperçu qu'il avait des qualités énormes de conduite et il n'était pas à la limite. Il y avait toujours une marge de sécurité. C'est-à-dire qu'il pouvait aller encore plus vite. La carrière de Jean-Luc Terrier fut intimement liée à Alpine. C'est en 1969 qu'il entame son histoire d'amour avec la firme diepoise. Il va devenir une référence des rallyes mondiaux. On le voit ici en 1972 sur les routes de Monte-Carlo, à bord de l'A110 avec son copilote Claude Roure. Temps absolu ? Oui, 60. 30 mètres. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, non ? La consécration viendra un an plus tard en 1973. Le pilote normand s'impose au Portugal, en Grèce et en Italie. Il remportera le premier titre de champion du monde des pilotes de rallye qui sera officiellement décerné 6 ans plus tard. Chez Alpine, c'était le temps des copains et de l'âge d'or de la berlinette. C'était un pilote rapide qui ne faisait pas beaucoup de reconnaissance de rallye parce qu'il n'avait pas le temps. Et puis, de toute façon, il marchait souvent à vue, comme on dit. En 1973, toujours, le Fox, c'était son surnom, fait entrer Alpine dans la légende en gagnant avec les mousquetaires Nicolas, Darniche et Andruet le championnat du monde des constructeurs. Il participera aussi 4 fois aux 24 heures du Mans. Sa trajectoire de pilote se brise en 1985 lorsqu'il est victime d'un grave accident sur le Paris-Dakar. Il en gardera un bras gauche paralysé. Jean-Luc Terrier s'en est allé à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie. Eh bien, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mon Seb, c'était encore un plaisir. Ouais. Que de passion, que de partage. et puis voilà, on a parlé d'une petite icône populaire de ces belles années glorieuses et de ces années de liberté. C'est vrai. Donc tu vas repartir dans ta contrée lointaine du 06. Ouais. On va la faire rouler un peu, comme ça lui fait sa ration de route de la semaine. Bah écoute, en tout cas c'était un plaisir. On peut te retrouver en concert à Los Angeles. À Los Angeles, ouais, je vais tourner. J'y vais en GS, alors ça met un peu de temps. Bon, voilà, écoutez, en tout cas c'était un plaisir de vous représenter Seb parce que ce mec-là est un passionné comme on adore recevoir sur Passion Autosport du Var. Et puis merci encore pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Avec grand plaisir, et merci à vous. Toujours merci à l'équipe, vous êtes au top. Tu sais que tu pourras revenir pour la prochaine. La prochaine avec grand plaisir. Et puis nous c'était pareil, c'était un honneur de vous présenter cette GS sur Passion Autosport du Var. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Il y aura un beau bébé. Sûrement peut-être de la Caterham, mais j'en dis pas plus parce qu'ils viennent de loin aussi. Donc on va essayer de se combiner tout ça. Bon Seb, merci. Merci à toi. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. C'est toujours ça de gagner, hein, même si on ne gagne pas notre vie avec ça. Ça fait toujours plaisir que ça soit partagé, diffusé et retransmis. Ciao les amis, à bientôt. Salut, à bientôt.